50 ans. Grande famille des nations indépendantes. Vive la communauté franco-africaine humaine fraternelle. Ici, Radio AIM. L'indépendance du Dahomey. 50 ans d'histoire africaine. Sur Africa numéro 1. Alfred Toumba Changolokoro. L'union fraternelle. Avec Francis Laloupo. Là, vous nous amenez plutôt de l'autre côté, du côté de l'Est de l'Afrique, hein, avec aussi un grand nom, un nom immense, un nom qui habite désormais, depuis très longtemps maintenant, la mémoire collective des Africains. Alors, je ménage un peu le suspense, parce que je vous dirais, professeur, que le vrai nom de la personne dont nous allons parler, son vrai nom, son nom originel, dirions-nous, c'est Kamao Wangengi, qui est baptisé ensuite John Peter Kamao, avant d'être appelé Johnstone Kamao, et d'être connu seulement depuis 1938 sous le nom de Jomo Kenyatta. En effet, la figure emblématique dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Jomo Kenyatta, qu'on appellera plus tard Mzee, le vrai Mzee Jomo Kenyatta, oui. En signe justement de reconnaissance et de sagesse. C'est le père de la nation kenyane. Kenyane, en effet. Donc c'est de lui dont il va être question cette semaine. Et j'avais bien fait de rappeler justement un peu cet itinéraire qui l'amène justement du petit Kikuyu au baptême. C'est un Kikuyu. Il faut préciser à nos auditeurs que c'est une ethnie du Kenya. Du Kenya, en effet. Il y a les Luo, etc. Lui, il fait partie de cette tribu-là, qui n'est pas loin non plus des Maasai, hein. Ils sont proches, hein. Et que donc, justement, il va incarner, si l'on veut, la lutte justement de l'indépendance et de la libération des peuples des Kenyans, oui. Hein. Bon, en commençant d'abord par les Kikuyu, parce que lui et puis toutes les autres figures de cette époque-là, Arap Moi, Tom Mboya, Oginga Odinga, etc. Oui. Toutes ces figures-là vont à cette époque-là se battre d'abord pour les Kikuyu, qu'ils considèrent comme les maîtres des terres, justement, des terres kenyanes, qui leur auraient été confisquées par les colons, par les colonisateurs britanniques. Jomo Kenyatta est né, il faut dire, le 20 octobre exactement, 1893. Mais oui. Ça ne nous rajeunit pas. Et il mourra le 22 août 1978. Oui. Mais entre-temps, quel parcours, quelle carrière. Ah oui, carrière extraordinaire, hein. Il faut le rappeler. C'est un homme qui est né au 19e siècle, oui. Et qui a traversé une bonne partie du 20e siècle, hein, oui. Exactement. Oui. Et donc il en a vu d'autres, hein, qui en a vu beaucoup, effectivement. Donc on peut, sans vouloir nécessairement reconstituer tout son itinéraire, oui. Noter effectivement que il rencontre l'une des figures du panafricanisme qui s'appelle George Padmore, hein, oui. Trinidadien, qui était aussi un ami de Kwame Nkrumah. De Kwame Nkrumah, en tout cas de tous les premiers leaders politiques africains de ces années-là, qui les a tous rencontrés lors effectivement des conférences panafricaines organisées à Londres, etc. C'est ça. Et donc qui va le rencontrer, qui va le soutenir dans la poursuite de ses études en Angleterre. En Angleterre, effectivement, oui. Et où il va faire des études, entre autres, d'anthropologie. C'est cela. Voilà, hein, de sociologie, en tout cas de sociologie des Kikuyu. Oui. Mais c'est un homme qui est très ouvert, justement, qui essaie de comprendre comment fonctionne cette société. Mais déjà, il était engagé politiquement, parce qu'il faisait déjà partie très tôt de l'association centrale des Kikuyu, en tant que militant. Il faut dire qu'il a été aussi un peu journaliste, parce qu'il était éditorialiste dans des journaux, aussi bien chez lui que dans son pays au Kenya qu'en Angleterre. Exactement, et en Angleterre. Journaliste, anthropologue, etc. Tout à fait, oui. Il revient beaucoup sur la situation coloniale, hein, des Kikuyu, en tout cas sur l'histoire de son peuple, sur la culture de son peuple, sur les valeurs de son peuple. Et très tôt déjà, il défendait les intérêts fonciers des Kikuyu. Absolument, absolument. Contre les Britanniques. Les Britanniques, justement, cette question de la dépossession des terres, hein, disant, mais effectivement, ils nous ont apporté la religion, ils nous ont apporté tout cela, oui. Mais la terre, elle est nôtre. Et tout ça se passe dans un Kenya non encore indépendant. Non encore indépendant, c'est ça le plus curieux, oui. Puisque ce sera seulement en 63 que le Kenya deviendra indépendant. C'est curieux, effectivement, ce processus assez lent. Alors,
quand on rappelle justement l'itinéraire de la carrière de Jomo Kenyatta, il faut noter ce fait majeur justement qu'est la révolte des Mau Mau. Oui. Cette révolte des Mau Mau qui va entraîner une répression sévère justement de l'armée coloniale britannique et l'arrestation justement de Jomo Kenyatta. Oui. Pas seulement lui, mais avec un autre qui lui succédera justement en 78 au pouvoir, Daniel Arap Moi. Donc ensuite, il est arrêté pour avoir défendu justement les intérêts des Kikuyu à partir de cette révolte des Mau Mau, et que donc finalement il se retrouve bien malgré lui propulsé à la tête de ce mouvement de défense des intérêts des Kikuyu. Mais il ne s'arrêtera pas seulement justement si l'on veut à la défense des intérêts des Kikuyu. Oui. Il va essayer d'éveiller la conscience des siens justement sur cette nécessité de la terre, et puis il va essayer d'aller au-delà des Kikuyu, de rallier toutes les tribus, toute la population, tout le peuple kényan pour justement susciter cette conscience nationale d'appartenir à un même peuple, à une même nation. Et c'est là qu'il crée d'ailleurs cette devise nationale Harambé, qui veut dire en avant, et qui est le symbole de la lutte victorieuse contre la colonisation et pour le rassemblement de différentes ethnies. Exactement. Donc lui, il a très 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 tôt conscience justement que il faut ce mot d'ordre-là, il faut qu'on y aille. La marche vers l'indépendance passe par la lutte, par la résistance et en même temps par justement la constitution de cette conscience nationale comme le socle justement de la future nation kenyane. Le rassemblement est tout à fait nécessaire pour que la lutte ne soit pas seulement pour une partie du peuple kényan. Jomo Kenyatta, père de la nation kenyane, est une des grandes figures du panafricanisme aussi, professeur. Et je cite une phrase de Jomo Kenyatta à l'époque où son pays était encore sous domination britannique. Il disait à propos justement des colons britanniques, il écrivait ceci, ils avaient la Bible et nous la terre. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés, et quand nous avons ouvert les yeux, nous avions la Bible et eux la terre. N'est-ce pas? Effectivement, il y a là un aphorisme tout à fait remarquable, comment la colonisation s'est accompagnée de la dépossession, et d'abord par la conquête spirituelle, par la religion. On apporte la religion pour endormir le peuple kényan, pour qu'il ne voit pas la réalité du terrain, mais entre-temps les Britanniques sont en train de s'accaparer des terres, de déposséder des terres. Et la longue marche vers l'indépendance de ce Kenya, de Jomo Kenyatta, aboutit donc, et Jomo Kenyatta donc est élu premier ministre du Kenya indépendant en 63, et puis il devient le premier président de la République du Kenya en 64, où il restera donc au pouvoir jusqu'en 78. Exactement, mais il va, j'allais dire, dominer de sa présence la scène politique kenyane. Il va rassembler autour de lui toutes les figures, les premières figures importantes de la lutte de l'indépendance, les syndicalistes Tom Mboya, Oginga, Daniel Arap Moi qui va lui succéder. Donc c'est vraiment autour de lui que l'unité se fait, et puis la construction du Kenya indépendant. Alors il va malgré tout adopter une politique différente, par exemple, de celle qui plus tard sera adoptée par Robert Mugabe, par exemple, au Zimbabwe. Lui, il ne va pas déposséder les Britanniques de leurs terres, puisque beaucoup d'entre eux ont eu le choix entre la nationalité kenyane ou la nationalité britannique, sans l'idée de les renvoyer chez eux. Et que donc beaucoup choisiront la nationalité kenyane et donc vont rester. Et ensuite, évidemment, il va y avoir une politique de promotion des initiatives locales, des populations kenyanes locales, et puis on a rappelé ici l'idée justement du panafricanisme. Ça va être aussi l'autre aspect de sa politique, d'ouverture justement envers d'abord la région immédiate, l'Est, et le reste, pour le reste de l'Afrique. Il faut dire qu'il reste au pouvoir jusqu'à sa mort en 78. Exactement. Qu'y avait-il de commun entre
Kwame Nkrumah et Jomo Kenyatta, professeur? De commun, ils avaient le panafricanisme. Ils ont participé à cela à Londres. Ils sont aussi tous issus de cette colonisation britannique, hein, et que donc il y avait vraiment une vision de l'Afrique, de l'unité de l'Afrique, du panafricanisme, tout à fait chevillé au corps. Finalement, c'est un rêve têtu et qui était partagé par le père fondateur, hein, le père de l'indépendance, en tout cas certains parmi eux. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, la reprise aujourd'hui justement de ce thème du panafricanisme, hein, qui revient constamment, oui. Construire le panafricanisme, sauf que les leaders politiques ont raté, hein, dès le départ la voie vers le panafricanisme, c'est-à-dire vers ce gouvernement supranational, ce gouvernement africain qui aurait fait justement de l'Afrique les États-Unis d'Afrique. Même le Cheikh Anta Diop avait repris cette idée-là, oui. justement des États-Unis d'Afrique, de cette unité de l'Afrique, hein, pour pouvoir résister au vent de l'histoire, oui. vent de l'histoire qui viennent de l'Occident, qui viennent de l'Europe, oui. ou de l'Amérique, ou de l'Asie, en tout cas de la Russie. Hein. C'était vraiment l'esprit de tous ces leaders, de tous ces intellectuels-là. Merci de vos éclairages. Merci beaucoup.